Catastrophe du DC-10 d'UTA. C'est bien une bombe qui a explosé à bord de l'appareil. La thèse de l'attentat est donc confirmée. Liban, les chrétiens ayant renoncé à exiger le départ de l'armée syrienne du pays, un cessez-le-feu a pu être proclamé. Des milliers de réfugiés rentrent à Beyrouth, s'accrochant à cette petite chance de paix. Les Français sont de plus en plus nombreux à s'endetter trop lourdement. Le gouvernement cherche le moyen de protéger les consommateurs contre la tentation du crédit trop facile et parfois trompeur. Enquête dans cette édition. Madame, Monsieur, bonsoir. L'information principale de ce samedi demeure l'enquête sur la catastrophe du DC-10 d'UTA. Le gouvernement a décidé d'employer les grands moyens pour savoir très vite ce qui s'est exactement passé. Et ce soir, nous sommes en mesure d'affirmer qu'il s'agissait bien d'un attentat. C'est une bombe placée à l'intérieur de l'appareil qui a explosé au-dessus du désert du Ténéré. Nous allons y revenir dans un instant, mais d'abord, une cérémonie du souvenir et du recueillement a eu lieu aujourd'hui à l'aéroport de Roissy, rassemblant le personnel de la compagnie UTA. Cérémonie à la mémoire des passagers et des membres de l'équipage. Philippe Boisserie, Stéphane Poul. Adieu, Georges Ravenot, Jean-Pierre Hennequin, Michel Crézé. 15 noms énumérés dans un silence de deuil. Ceux de 15 confrères, 15 amis morts subitement dans un ciel d'Afrique. Pilotes, mécaniciens, hôtesses de l'air de la compagnie UTA ont voulu ainsi rendre hommage à l'équipage du DC-10 victime du terrorisme. Pas de banderoles, pas de slogans, pas de récrimination contre les mesures de sécurité insuffisantes. L'heure était au recueillement, à la douleur. Après s'être rassemblés devant le bâtiment réservé au personnel navigant, tout le monde s'est retrouvé dans la petite église de Roissy pour une courte cérémonie religieuse. Dans le ciel, le ballet des avions continuait. Nul doute que là-haut aussi, on partageait la même tristesse. L'enquête maintenant. L'examen des boîtes noires du DC-10 et de débris de la carcasse de l'appareil ont permis dès aujourd'hui, dès ce matin, de dire avec certitude que l'avion a explosé au-dessus du désert du Ténéré sans qu'à aucun moment l'équipage n'ait signalé auparavant un problème d'ordre technique ou mécanique. La thèse de l'attentat est donc quasiment certaine. Reste maintenant à déterminer quelle organisation terroriste l'a exécuté, qui l'a commandité. Après une première revendication datant de 48 heures de la djihad islamique, ce matin à Beyrouth, un mystérieux comité de la résistance clandestine tchadienne s'est fait connaître à son tour. Explication d'Hervé Brusini. Certains corps ont été identifiés, mais la plupart restent anonymes. Pour l'heure, on a pu retrouver seulement 60 des 171 victimes du DC-10 d'UTA. Arrivés à l'aéroport d'Agadez, les dépouilles seront ensuite dirigées vers Paris pour l'autopsie. Car désormais, l'enquête entre dans une phase décisive. Des traces d'explosifs ont formellement été repérées sur les débris du DC-10. Le rapport des experts du laboratoire central est arrivé en début d'après-midi à Paris. À présent, l'attentat contre l'avion d'UTA ne fait plus aucun doute. Il faudra encore plusieurs jours avant de connaître la nature des substances qui ont composé la bombe. Une enquête préliminaire a été ordonnée par le parquet de Paris. Ce sont bien les experts de l'antiterrorisme qui sont maintenant au travail. Premier point de leur enquête, quelles méthodes ont utilisé les poseurs de bombes? C'est vrai que les similitudes avec l'attentat de Lockerbie en décembre 88 sont grandes. Ce cockpit, retrouvé lui aussi presque intact. Le temps de vol qui a précédé l'explosion. Mais pour autant, les services français se refusent à aller plus loin, surtout quant à l'identification de l'éventuel coupable. À Lockerbie, les policiers américains et anglais avaient accusé les Palestiniens dissidents du FPLP d'Ahmed Djibril. Et ils ajoutaient, l'opération a été commanditée très certainement par des factions iraniennes. Mais aujourd'hui, ce précédent n'est qu'une piste parmi tant d'autres pour les spécialistes français. Des spécialistes qui n'ont toujours pas tranché sur un point essentiel. L'explication de l'attentat se trouve-t-elle ici en Afrique ou au Proche-Orient? Une organisation jusque-là inconnue, baptisée Résistance clandestine tchadienne, vient de revendiquer l'attentat depuis Beyrouth. Mais les experts français affirment que la capitale libanaise n'abrite aucun opposant au régime d'Hissène Habré. Cette revendication pourrait bien être qu'un écran de fumée. Alors la réponse se trouve-t-elle du côté de cette filière chiite libanaise fortement présente en Afrique? Ici en Côte d'Ivoire, ils sont près de 100 000 par exemple, souvent commerçants, très implantés dans la société. Certains sont liés au réseau pro-iranien du Hezbollah. Mais là encore, les spécialistes de l'antiterrorisme font remarquer si ces gens ont utilisé leur présence sur le continent africain pour régler leur compte avec la France, cela risque là-bas de leur coûter très cher.
Le cyclone Hugo est en train de terminer son parcours dévastateur sur le sol des États-Unis après avoir fait de nouvelles victimes et provoqué d'importants dégâts matériels sur la côte dans l'État de Caroline du Sud. Isabelle Béchler. Charleston, sur la côte de Caroline du Sud, avait déjà connu l'ouragan au siècle dernier, car c'est là que la guerre de sécession avait éclaté. Aujourd'hui, les belles demeures sudistes ont dû essuyer Hugo, le cyclone et ses rafales à 200 km/h. 12 personnes ont trouvé la mort, 400 000 sont privées d'électricité. De mémoire d'homme, on n'avait jamais vu une telle violence. J'en ai connu des tempêtes, mais alors comme celle-là, jamais. On était paralysés, morts de peur pendant ce cyclone. Dégâts considérables aussi sur la base aérienne de Charleston. Les militaires de leur côté patrouillaient pour dissuader les pillages. Au total, le prix de la catastrophe est estimé à près de 7 milliards de francs. C'est sur la zone côtière qu'Hugo a été le plus féroce. À 240 km de là, dans les terres, ces bourrasques s'étaient calmées. 140 km/h quand même. Ce cyclone doit aller mourir en Pennsylvanie, puis vers le Canada. Son bilan total aujourd'hui, Caraïbes plus États-Unis, est de 35 morts. À la Guadeloupe, ravagée il y a une semaine maintenant par le cyclone Hugo, le même, les pouvoirs publics ont commencé aujourd'hui la distribution des subsides financiers de première urgence aux sinistrés. En attendant, dans le quartier le plus pauvre de Pointe-à-Pitre, eh bien, la solidarité s'organise. Reportage de nos envoyés spéciaux Agnès Poirier et Dominique Merlin. Ces tôles, ces bouts de bois, c'est tout ce qu'ils possèdent. C'est ce qui leur sert de maison. Boissard, le ghetto de Pointe-à-Pitre. 6000 personnes vivent là, dans la misère. Des Guadeloupéens, mais aussi beaucoup de Dominicains et d'Haïtiens qui ont fui leur île et préfèrent survivre là, dans la clandestinité. À Boissard, la drogue est en vente libre. Dès la fin du cyclone, ils sont revenus et ont voulu réparer. Marie-Rose, elle, ne sait plus quoi faire. Elle tenait une petite épicerie, mais au plus fort du cyclone, sa maison a glissé dans le canal. C'était la chambre. Je dormais là avec les deux petites filles à mon fils et ma fille dormait là avec des garçons. Moi, je ne sais pas comment la maison est tombée dans le canal. Je ne sais pas comment on va retirer ça pour moi. On est parti. On a été à l'école le soir. Quand on est parti, on a donné ça. On est parti. Et lorsqu'on est venu encore, on a trouvé, ils ont volé tout encore. Ce sont les gens qui ont fait ça. Ils ont bouleversé toute la maison, c'était pas comme ça. Ils ont bouleversé tout ça, on a volé tout. Notre linge, il y avait 3 gros sacs là. On est parti avec. Je n'ai personne qui m'aide. J'ai mon fils, mais sa maison est pareille aussi, de l'autre côté là. Sa maison est pareille. À Boissard, on s'organise. Comme sur toute la zone touchée par le cyclone, la campagne de vaccination antitétanique a commencé. Au dispensaire tenu par les religieuses, pas de panique, aucun début d'épidémie, juste quelques cas de dysenterie et de nombreuses plaies qui s'infectent. De temps en temps, des cartons de vêtements arrivent et les plus démunis se servent. Bon, comme le toit est envolé, bon, la maison, tous les meubles, tout qui était dans la maison, c'est mouillé. C'est mouillé, on n'a plus rien. C'est pas trop dur? Un peu. Ah oui, un peu. Dans les rues étroites de Boissard, les ordures s'amoncellent. Le service de désinfection, 6 jours après le cyclone, est enfin passé. L'eau a été rétablie, mais elle n'est pas potable, il faut la faire bouillir. Quant à l'électricité, il va falloir attendre encore plusieurs semaines. Alors tous les soirs à 6 heures, quand la nuit tombe, c'est le couvre-feu. Et surtout où on est dans ce quartier-là, quand il fait noir, on ne voit rien. Quand il est 7 heures, il fait tout noir, il faut entrer, il faut être couché, il faut être déjà couché à 8 heures. C'est dur même. J'espère qu'EDF va faire le mieux pour nous. La mairie leur a demandé de s'inscrire, promettant qu'une aide leur serait accordée, comme à tous les sinistrés de l'île. Mais beaucoup n'osent pas faire la démarche. Ils craignent que la mairie n'achève le travail du cyclone, qu'on les mette à la rue et qu'on détruise ce quartier de misère, leur quartier. S'il ne s'agissait de minables malfrats qui ont pris en otage pendant une semaine une femme et ses 2 enfants, heureusement sains et saufs, on pourrait dire que la nuit dernière, eh bien, ces gangsters ont mis en scène leur reddition selon un scénario qui ressemble à s'y méprendre à celui des séries américaines. Le chef de bande s'est suicidé,
Ces deux complices se sont rendus au terme d'une course-poursuite qui s'est terminée en haut d'une tour de Liège, d'où ils ont commencé à disperser les billets de la rançon versés quelques heures auparavant seulement. Le récit de nos envoyés spéciaux, Bruno Gex et Jean-François Hoffmann. Les pieds de Tony Wackmans. Blessé d'une balle dans le ventre, il est évacué sur une civière vers l'hôpital de Liège. Édouard Delecqui sort de l'immeuble, encadré par les forces spéciales d'intervention. Philippe Delair est déjà mort. Au 8e étage, dans la cage d'escalier de ce building, a été découvert le corps sans vie de Delair Philippe. L'autopsie qui a été pratiquée cette nuit a révélé de façon formelle que le truand français s'était donné la mort. La cavale avait commencé 6 heures plus tôt, après la libération à Tilf des 2 otages. 19 heures hier, selon un scénario préparé à l'avance, la police dépose la rançon devant la villa de la famille Joris. Une ambulance va chercher les 2 fillettes, Gaëlle et Françoise, l'une après l'autre. 20h30, la voiture de Philippe Delair démarre en trombe, suivie par les policiers. Les ravisseurs prennent la direction de Liège. Ils libèrent leur dernier otage, Marie-Madeleine Joris. Ils changent de véhicule et s'arrêtent à Droix, au nord de la ville, dans cet immeuble de 28 étages où la police les attend. 22h, une fusillade éclate. C'est à ce moment-là que Delair se serait suicidé. Wackmans, lui, est blessé. Avec Delecqui, ils parviennent à se réfugier sur le toit, d'où ils lancent les billets de la rançon. Il est 22h30. 3 quarts d'heure plus tard, les 2 hommes acceptent de se rendre. La chasse à l'homme est terminée. Le cauchemar des otages aura duré près d'une semaine dans cette villa, un camp retranché que les ravisseurs ont saccagé avant de fuir. Au Liban, le général Aoun, le chef des forces armées chrétiennes, a annoncé qu'il acceptait donc le plan de paix arabe. En conséquence, le cessez-le-feu est entré en application aujourd'hui même. Sur le plan diplomatique, le général a dû accepter donc de renoncer à son idée de bouter les Syriens hors du pays. Après 6 mois de combats acharnés, l'essentiel ce soir n'est-il pas pour autant que tous les Libanais croient à une petite chance de paix. En tout cas, ils y croient, eux, car des milliers de réfugiés ont déjà décidé de regagner la capitale, Beyrouth. Valérie Fournier. Comme s'ils attendaient tous ces dernières signatures pour mettre fin à leur exil, les Libanais reviennent par milliers. Ils veulent croire à cette nouvelle paix. Il aura fallu une semaine d'intenses négociations pour que le général Aoun finisse par céder, signer le plan de paix arabe du triumvirat Algérie, Arabie Saoudite et Maroc, soutenu par la France et les États-Unis. Face aux Syriens qui contrôlent la plus grande partie de Beyrouth et la plaine de la Bekaa, accepter n'était pas chose facile pour l'homme qui a déclenché le 14 mars dernier la guerre de libération contre l'occupation syrienne. Une guerre qui a fait plus de 1000 morts et près de 6000 blessés. Est-ce que l'acceptation de ce plan de paix arabe n'est pas en quelque sorte une reddition? Je suis triste parce que les sacrifices consentis pendant la guerre de libération et les 6000 victimes endurées pendant 6 mois n'ont servi à rien. Le triumvirat arabe a proposé au général Michel Aoun le consentement ou le viol. Il a préféré le consentement. Et s'il a signé, c'est, dit-il, qu'il a reçu l'assurance que les Syriens vont quitter le pays, une façon de démontrer que la guerre n'a pas été inutile. Mais le plan de paix n'envisage pas le retrait des troupes syriennes. Premier résultat concret de ce plan, annoncé par l'émissaire Lakhdar Ibrahimi, entrée en vigueur immédiate du cessez-le-feu, levée du blocus maritime des ports chrétiens et réouverture de l'aéroport de Beyrouth. Pour l'instant, unanimement déclaré, la trêve du Liban est loin d'être acquise. Autre conflit à l'autre bout du monde, au Cambodge, les troupes vietnamiennes ont commencé aujourd'hui leur retraite. Vrai ou nouveau faux départ, la question reste posée, bien qu'Hanoï se soit formellement engagé sur ce point. Sur le terrain, ce retrait vietnamien ne règle en rien, puisqu'aucun accord n'étant intervenu entre les différentes factions cambodgiennes, eh bien, c'est le vide politique et même la reprise des combats entre l'armée régulière cambodgienne et les Khmers rouges. Jérôme Bonny. Démonstration de force de l'armée cambodgienne sous les objectifs de la presse internationale. Une armée aujourd'hui livrée à elle-même face aux Khmers rouges et aux autres mouvements de la guérilla. Après 10 ans de présence vietnamienne, Hanoï poursuit le retrait de ses troupes qui devrait être achevé mardi. Le Premier ministre cambodgien, Hun Sen, vient d'accepter le principe d'un contrôle par l'ONU de ces opérations d'évacuation des 26 000 soldats vietnamiens encore basés sur le territoire cambodgien. Cependant, aucune solution politique n'est en vue. Ces soldats en parade abandonnent un pays au bord de la guerre civile.
Les combats redoublent de violence sur la frontière avec la Thaïlande, où les positions gouvernementales sont pilonnées par les Khmers rouges. Leur objectif, prendre le contrôle d'une ville en territoire cambodgien afin de conforter leur position dans les futures négociations. De sources thaïlandaises, on apprend que les pourparlers de paix devraient reprendre entre Phnom Penh et les différents mouvements de la guérilla. En attendant, la parole reste au canon. 24 heures après l'attentat perpétré par des terroristes irlandais de l'IRA contre une caserne de l'armée anglaise qui a fait 10 morts, eh bien les Britanniques cherchent à comprendre pourquoi. Pourquoi un établissement militaire était gardé par une compagnie civile? Autrement dit, pourquoi ces civils gardaient donc des soldats? Londres, Philippe Arroir. L'IRA avait prévenu. Cette année 89, 20e anniversaire de l'installation des troupes britanniques en Irlande du Nord, serait marquée par des actions contre l'armée. Voilà qui est fait après plusieurs tentatives infructueuses, preuve que la police est loin d'être passive. Cependant, l'organisation terroriste sait profiter des faiblesses du dispositif de sécurité pour frapper. La caserne de Deal est ce qu'on appelle une cible molle, soft target. La sécurité y est relaxe parce que c'est une école de musique. Ici, les recrues sont plus des musiciens que des soldats. Certes, il y a un entraînement militaire, mais ils n'ont pas d'armes et leur tâche sera de se joindre aux 7 fanfares des Royal Marines qui sillonnent le monde. À Deal, les voisins ont tous dit qu'on entrait comme dans un moulin. Ce jeune homme, la veille de l'attentat, a assisté à une soirée disco dans la caserne. Le contrôle, dit-il, était quasi inexistant. Pour les poseurs de bombes, ce n'était pas difficile de pénétrer dans les lieux, peut-être d'ailleurs lors de la soirée disco. La police, en tout cas, recherche une maison dans les environs qui a été louée sans doute par le commando. Le public a appris non sans surprise qu'à Deal, mais aussi dans d'autres établissements militaires, ce sont des compagnies privées qui étaient chargées de la sécurité. C'est plus économique, disent les autorités, et aussi efficace qu'avec des soldats, ce qui est aujourd'hui très contesté après l'attentat. Une fois de plus, on va revoir toutes les mesures de sécurité dans les casernes en Grande-Bretagne et sur le continent, en sachant bien qu'une protection à 100% est impossible. Mais ce qu'il faut avant tout, c'est laisser le moins de chances possible aux terroristes. À l'étranger, une information importante encore, mais qui reste abstraite pour le moment d'humain. L'URSS vient d'annoncer qu'elle acceptait de négocier sur la réduction des armements stratégiques nucléaires avec les États-Unis, sans exiger au préalable que Washington renonce à son projet de guerre des étoiles, c'est-à-dire d'engins spatiaux sophistiqués disposés au-dessus de l'Amérique et capables d'anéantir les missiles nucléaires soviétiques avant qu'ils n'arrivent sur leur site. En France, statu quo dans le conflit chez Peugeot. Le PDG Jacques Calvet estime une fois encore qu'il ne peut aller plus loin dans ses propositions salariales. Il a été vivement critiqué aujourd'hui par le premier secrétaire du Parti socialiste, M. Pierre Mauroy, qui a déclaré « Nous, en faisant référence au Parti socialiste, nous acceptons de changer. Vous aussi, les patrons, vous devez changer. » Fin de citation. Voilà maintenant un sujet de préoccupation qui concerne un bon nombre de Français, l'endettement. Le secrétaire d'État à la consommation, Véronique Neyerts, va présenter un projet de loi aux parlementaires pour essayer de freiner l'appel des entreprises spécialisées au crédit, dont les apparences de ce crédit sont parfois trompeuses et bien tentantes. Tout le monde sait qu'il n'y a pas de vrai crédit gratuit, mais certains consommateurs se laissent prendre et il faut parfois les défendre contre eux-mêmes. C'est l'esprit du projet en question. Enquête de Marc Maisonneuve et Daniel Lévy. On le sait, il y a une limite à ne pas dépasser en matière de crédit, 30% des ressources du foyer. Pourtant, l'envie est parfois trop forte et le vendeur très convaincant. À la fin, j'en ai tellement eu marre, jusqu'à 16h, bon, j'ai signé, bêtement, et voilà, je me suis mis 56 000 francs sur le dos à payer. 56 000 francs pour une cuisine aménagée, c'est cher, d'autant qu'il faut payer le salon acheté à crédit, le loyer, les charges. Aujourd'hui, avec un revenu équivalent au SMIC, Eliane Bouty regrette son acquisition. C'est seulement qu'au mois de mars, je me suis réveillée en disant mais c'est pas possible, je pourrais pas payer tout ça, et voilà. Hélas. Vivre à crédit, c'est prendre part au rêve, et tant pis si ce rêve est celui des autres. Étalé, offert par la publicité des objets inachetables au comptant, ce qu'il faut absolument posséder comme s'il faisait partie d'une panoplie, celle de la réussite. L'endettement est la face cachée de l'individualisme héroïque qu'on nous présente. On nous présente toujours l'homme qui réussit partout, l'homme qui réussit dans l'entreprise,
l'homme qui réussit dans sa sexualité, l'homme qui réussit dans sa famille, qui réussit partout. Et évidemment, plus on est dans ce modèle de la réussite individualiste, plus évidemment, tout le monde ne peut pas être bon partout, évidemment. À la fin de l'année 1988, le volume du crédit aux particuliers représentait 1530 milliards de francs, c'est plus que le budget de l'État. Au sein des ménages, il y a une frénésie de consommation. Quand on ne sait plus, quand on a le sentiment de ne plus maîtriser son avenir à court terme, je crois que ça provoque justement des comportements qui nous paraissent absolument incompréhensibles. Mais il est très difficile du point de vue de la fierté des gens de se dire je vais revendre ma maison par exemple. Le surendettement est le résultat d'un comportement qui échappe au rationnel. Un incident et c'est la faillite. Les 3/4 des dossiers examinés par les tribunaux d'instance concernent des dettes impayées. Aucune de ces familles ne perçoit la durée réelle ni le coût des dettes qu'elle contracte. Elle achète s'enfonçant chaque fois un peu plus dans le crédit, quitte à financer un remboursement par un nouvel emprunt. Dès lors, on imagine mal une issue favorable. Cette information encore en bref, un hold-up qui s'est terminé tragiquement cet après-midi à Marseille. Un vigile d'un grand magasin a été tué, un autre grièvement blessé par un malfaiteur qui a réussi à prendre la fuite après son hold-up. C'est un voyage inattendu que je vous invite maintenant, une preuve que la politique d'ouverture de l'Union soviétique ne s'arrête pas à l'économie, mais déborde largement sur le plan culturel. Le metteur en scène français Patrice Chéreau, à la tête de sa troupe du théâtre de Nanterre, joue en ce moment à Moscou, Hamlet. Patrice Chéreau qui a découvert que la capitale soviétique était hantée par d'autres spectres que ceux du théâtre de Shakespeare. Reportage de Michel Strulovici et Patrick. Patrice Chéreau, pour la première fois à Moscou, avec sa percutante mise en scène d'Hamlet. C'est plus de la musique. Si le roi n'aime pas la comédie, c'est qu'il ne l'aime pas, pardi. Alors de la musique. Une tournée européenne qui débute par la capitale russe. Une tournée comme un besoin de se confronter au regard des autres, comme un besoin de les découvrir. Je trouve ça très émouvant d'être là. Je trouve ça très... D'abord parce que c'est un pays ou une ville où il se passe énormément de choses essentielles pour nous tous, je crois maintenant. En plus parce que c'est un pays où les gens sont très amoureux du théâtre. Et l'accueil fait au spectacle est magnifique. Succès de ce spectacle où, pour les moscovites, la surprise joue à plein, comme avec ce cavalier sur scène. Apparition réglée comme un ballet du spectre du père d'Hamlet, le roi assassiné. Succès dû à l'amour de la perfection de Patrice Chéreau, encore en répétition à 1 heure de la représentation. De ma vie, je n'ai rien vu de semblable. Je suis bouleversé. C'est formidable. La lumière est formidable. J'ai vu 5 Hamlet et cette scénographie, c'était quelque chose d'extraordinaire. Un spectre hante Hamlet, celui du roi assassiné. Un spectre hante la place rouge, celui de Lénine. Le spectre qui est derrière moi est beaucoup plus encombrant que celui d'Hamlet. Ça, c'est un spectre en tout cas auquel beaucoup de gens ont cru. On a même, moi-même d'ailleurs, à une époque. Et il est très très encombrant, ça c'est sûr. Comment refermer la porte sur les fantômes? Telle est la question. Le sport maintenant, qui est aussi parfois shakespearien. Exemple l'automobile, avec la remontée d'Alain Prost aux essais du Grand Prix du Portugal. Il partira demain dimanche en 2e ligne
Parallèlement à cela, le conflit au sein de l'écurie McLaren-Honda est pour l'instant au point mort, Alain Prost ayant décidé d'enterrer provisoirement la hache de guerre et de ne plus se plaindre du meilleur traitement accordé à son coéquipier Senna depuis que lui-même, Prost, a décidé de passer la saison prochaine chez Ferrari. Claude Aymar. Le casque jaune de Senna, une nouvelle fois en tête. Le Brésilien a réalisé cet après-midi sa 10e pole position de la saison sur 13 courses et la 39e de sa carrière. Il partira donc en première ligne de ce Grand Prix du Portugal dont il est bien sûr le grand favori. Favori même si les deux Ferrari ne sont pas très loin. Berger, l'Autrichien, a réalisé le 2e meilleur temps, devançant son coéquipier Nigel Mansell de quelques centièmes de seconde. Quant à Alain Prost, il semble aujourd'hui avoir retrouvé une voiture compétitive. Hier, il était encore pointé à 2 secondes de Senna. Moi, je pense que j'aurai une voiture pour gagner la course demain, je le crois. Donc quand vous nous dites ça, ça veut dire que les critiques qui avaient eu lieu à Monza, c'est terminé tout ça alors? Il y a un gentleman agreement qui est passé avec votre équipe, avec Honda et avec vous, et apparemment tout marche bien? Vous n'avez pas une autre question? Vous voulez pas parler de ça, c'est ça? On ne parle plus. Derrière les 4 grands, petite surprise avec l'excellente 5e place de Pierluigi Martini. La Minardi partira en 3e ligne aux côtés de la Williams de Patrese. Quant à Alex Caffi, il confirme ses précédents résultats en devançant Thierry Boutsen. Et puis ce résultat qui vient de tomber à l'instant, au championnat d'Europe de volleyball à Stockholm, la France vient de battre l'Allemagne de l'Est 3-7 à 1. Ce qui est certain, c'est que nous ne réagirons pas tous de la même façon au reportage qui va suivre. Mais les faits sont là, ils existent et valent, je crois, la peine d'être rapportés. Le grand hôtel Carlton de Cannes, pour attirer sa clientèle haut de gamme, vient de se doter d'une suite de très grand luxe. À 35 000 francs la nuit, visite guidée par Patrice Velay et Jean-François Georges. Monsieur, bonjour. Je suis heureux de vous faire visiter la suite impériale du Carlton Intercontinental, si vous voulez bien entrer. 7e étage, ascenseur privé, la suite la plus luxueuse de la Côte d'Azur. Ici, vous avez un salon. Chaque pièce a une terrasse solarium donnant sur mer. Et maintenant, je vais vous faire découvrir la salle à manger, pouvant accueillir 8 et 10 personnes. Et comme le salon, la salle à manger a également une terrasse solarium donnant sur mer. Rien ne manque à ce véritable appartement. 13 pièces, y compris la cuisine équipée. 400 mètres carrés de moquette épaisse, de marbre reluisant, pour amateurs de luxe, enfin de grand luxe. Je pense des étrangers, de toute nationalité, que ce soit américain, anglais ou Moyen-Orient. Vous pensez la louer toute l'année ou seulement une partie de l'année? Une première étude, je pense que nous allons louer déjà l'année 1990, 80 jours environ. C'est beaucoup ou c'est pas assez pour rentabiliser? C'est 80 jours, il faudrait la louer un peu plus. Maintenant, je vais vous faire visiter la salle de bain de la chambre principale, en marbre bleu du Brésil, si vous voulez bien suivre. Au baignoire piscine, jacuzzi, jet à remous. De l'autre côté, vous avez la douche avec vapeur sur les côtés. Tout ça dans la coupole de la suite impériale. Je trouve que c'est merveilleux. Sans oublier le fin du fin, le téléphone dans les WC. Et dans la chambre à coucher, une télévision escamotable par télécommande pour vraiment ne pas se fatiguer. Voilà, à condition bien sûr d'avoir une envie pressante de téléphoner. Et si vous couchez au Carlton cette nuit, vous allez bénéficier d'une réduction. En effet, vous dormirez 1 heure de plus. En effet, n'oubliez pas que nous repassons à l'heure d'hiver demain dimanche à 3 h du matin. Regardez bien sur la pendule. Et bien à 3 h du matin, vous pourrez revenir en arrière d'1 heure. Il ne sera que 2 h du matin officiellement du moins. Le tiercé maintenant, voilà ce qu'il fallait jouer cet après-midi pour gagner éventuellement une nuit au Carlton de Cannes. Vous allez voir les résultats s'inscrire sur votre écran. Si vous ne les voyez pas, je vais vous les donner. Le 18, le 11, le 17, et vous gagnez 1068 francs. Oui, de quoi payer un acompte seulement. Pour ce qui concerne le Quartet Plus, vous n'avez pas encore là la somme pour passer la nuit, mais on y arrive presque. Vous ajoutez le 12 et vous gagnez 10 654 francs et 20 centimes. Voilà, au lieu d'avoir les 13 pièces de la suite, vous n'en aurez que 6. Mais en tout cas, vous pourrez toujours livrer donc
cette nuit au Carlton. Voilà, juste après ce journal, vous retrouverez José Blanc-Lapierre pour les prévisions météo. Aux alentours de 23h20, Philippe Gassot pour les toutes dernières informations. En attendant, bien sûr, bonne soirée avec Champs-Élysées sur Antenne 2. Bonsoir, à demain 13h.